jamais. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ok. Je ne sais pas si vous aviez eu vent des questions que j'avais préparées, mais je ne crois pas. Mais comme vous avez commencé par dire que le tourisme, le voyage, c'est de la découverte de peuple, de culture, c'est nécessaire, on en a besoin. On a un manque de voyageurs en ce moment. J'avais deux questions d'actualité pour vous. Et la première a trait au nouveau développement dans les relations entre le Maroc et Israël. C'est quelque chose de très profond dans notre culture. On a mis certaines personnes ont mis du temps à le découvrir ou à l'accepter. Mais comment vous envisagez, qu'est-ce que vous allez faire en tant que ministre du Tourisme pour développer le tourisme israélien et juif au Maroc, qui représente un marché très important en termes de pouvoir d'achat, en termes d'influence, en termes d'image et beaucoup de choses, et également aussi le tourisme dans l'autre sens, sachant que depuis 2011, nous avons une constitution aussi qui reconnaît enfin que parmi toutes les influences qui influencent le Maroc, il y a les influences andalouses, amazighs, méditerranéennes, arabes et hébraïques. Votre réponse, merci. Bien, écoutez, déjà, je peux vous témoigner qu'il y avait énormément d'émotions dans cette cérémonie hier de signature de convention entre le Maroc et Israël, puisqu'en fait, nous avions une relation historique, en plus d'avoir une partie de notre culture qui est historique, et un véritable, on va dire, engouement pour rétablir des relations et le voyage entre nos deux pays. Donc la première chose que nous avons faite, et de façon extrêmement proactive, et quand je dis proactive, c'est 24 heures, nous avons soumis d'abord une convention en fait à l'État israélien pour l'aérien, parce qu'il faut commencer par ça. Et je suis très contente parce que notre ministère a été extrêmement proactif et la convention était sur la table exactement 24 heures après le communiqué du cabinet royal. Donc nous allons commencer par ça pour avoir en fait un cadre pour le transport aérien pour pouvoir établir des lignes régulières à des fréquences à définir. Très rapidement, donc il y a un horizon de 2-3 mois, essentiellement parce que pour des raisons, on va dire, de cadre en fait législatif et des sujets de sécurité que nous allons travailler. Mais d'abord, ça c'est un sujet important sur lequel notre ministère a été, on va dire, proactif, et c'était extrêmement important également de donner le là, on va dire. Ensuite, ce qui est important, c'est que nous accueillons l'ensemble, on va dire, des touristes d'Israël qui veulent venir. Tout d'abord, la communauté judéo-marocaine qui visite le Maroc, puisque nous avons des statistiques annuelles entre 40 et 50 000 visiteurs. Donc ceux-là vont continuer à venir et revenir et peut-être faire découvrir le pays à plus d'amis, mais également à toute la population qui serait ravie de voyager. Ce sont des très grands voyageurs, ils voyagent énormément. Et donc, beaucoup de choses à faire découvrir sur notre pays. Donc, nous avons convenu, parce que nous avons une étude qui est en cours sur les marchés émetteurs, en fait, qui n'était pas totalement finie. Donc, nous avons orienté une partie des jours hommes qui étaient encore disponibles pour comprendre le marché israélien. C'est la première chose. Nous travaillons également avec des opérateurs à la fois des deux côtés, en fait, qui comprennent, on va dire, les marchés et les prérequis, puisqu'il y a certains prérequis sur lesquels il faut travailler. Et puis nous travaillons également avec des associations pour pouvoir former ou en tout cas préparer aussi des guides touristiques pour que ce soit la langue ou en tout cas ou les visites de certains circuits, etc. Donc beaucoup de choses qui sont en commun. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel, vous l'avez dit vous-même, mais il y a surtout énormément d'attentes. Alors on va se fixer un challenge de... Je vous propose qu'on le partage, ce challenge, et qu'on relève le défi ensemble. Je sais que quand ils ont ouvert avec Dubaï, je pense qu'au premier mois, ils ont eu à peu près 50 000 visiteurs. Donc ça vous donne un peu le type de potentiel qu'on peut avoir. Donc c'est à nous de nous mobiliser ensemble, en fait, pour transformer l'essai et le plus rapidement possible. Mais j'ai bon espoir que nous puissions le faire rapidement et de façon, on va dire, comme je disais, méthodique et volontariste. Voilà. Merci pour votre réponse. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais on a pas mal de questions à vous poser. La deuxième question
question d'actualité porte sur le marché chinois, si vous le permettez. C'est un marché sur lequel le Maroc a beaucoup investi il y a une année. Après, il y a eu le grand arrêt, la ligne qui a été ouverte, etc. Beaucoup de choses. Grand arrêt. Il se trouve qu'aujourd'hui, peut-être, la Chine, qui est un marché extrêmement important pour le Maroc aussi, et pour le reste du monde, mais pour le Maroc, mais il se trouve que les Chinois seront peut-être parmi les premières personnes, les premiers touristes à pouvoir voyager. Est-ce qu'au sein de votre département, on porte une réflexion particulière sur les possibilités du marché chinois qui risque d'être plus intéressant pour le Maroc avant beaucoup d'autres marchés européens, peut-être en 2021? Écoutez, en 2021, je ne sais pas dire, parce qu'effectivement, la situation sanitaire en Chine peut indiquer cette tendance pour dire l'épidémie est peut-être davantage maîtrisée en Chine. Je ne suis pas certaine que les Chinois vont voyager en dehors de la Chine dès 2021. En tout cas, ce serait une bonne nouvelle et il faut qu'on s'y prépare. Donc la ligne réouvrira dès que ce sera possible. La Royal Air Maroc confirme et réaffirme son intérêt pour développer cette ligne. Et là, ça n'a pas fonctionné longtemps, mais les premières lignes étaient les premiers trajets étaient très encourageants, à la fois pour le tourisme, mais également pour l'activité de la rame de transit. Deuxième chose, nous maintenons une relation, on va dire, étroite avec l'ambassade de Chine au Maroc pour deux raisons. Tout d'abord parce que nous devions organiser l'année du Maroc en Chine. Et donc, nous étudions ensemble quelle serait la bonne date pour réorganiser cette année. Nous ne voulons pas, on va dire, un format réduit, parce que c'est une opportunité majeure pour notre pays. Donc, nous discutons avec eux, on va dire, le meilleur moment pour le faire. Mais il faudra vraiment que ce soit fait dans les règles de l'art, parce que ça n'arrive pas tous les ans. Et donc, c'est important pour nous. Et donc, nous sommes mobilisés pour cette organisation de l'année du Maroc en Chine. Et la deuxième chose, c'est que nous avons, on va dire, des sujets de coopération avec eux concernant la formation de guides, des sujets sur la langue, sur la cuisine, qui est extrêmement importante, et la restauration. Donc nous travaillons avec nos partenaires chinois pour nous préparer à l'arrivée, je ne sais à quel horizon, mais l'arrivée des touristes chinois au Maroc. Vas-y, Jean. Vous avez terminé votre prise de parole là en disant il ne faut pas attendre que tout vienne de Rabat. Nous avons besoin de leadership touristique local et régional, donc adapté aux réalités du terrain. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression, en disant cela, que vous posez le doigt sur une forme de dialogue de sourds qui existe déjà? Parce qu'au niveau local, les gens ont parfois l'impression de ne pas être entendus et qu'on leur lâche pas assez la bride. Et je vais vous donner un exemple. En préparant, lorsque cette conférence a été annoncée il y a une quinzaine de jours, je crois, Bouchra et M. Alami peuvent me contredire ou me corriger tout à l'heure, mais énormément d'intérêt et de questions. Et je voudrais vous en soumettre 2 ou 3 que j'ai reçus, par exemple, de différentes régions, par exemple. Chaouane, qui était une étoile dans le tourisme marocain avant la période Covid, est devenu un fantôme avec la disparition de la clientèle chinoise et espagnole. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas quand même des choses à faire, peut-être au cours de ces 10 derniers mois, sur ce point-là? Quand des gens d'Essaouira me contactent, ils me disent « Essaouira, nous avons des choses magnifiques, des golfs, des hôtels magnifiques, des festivals, plein de festivals, de Gnawa, la musique classique, au judéo andalou, etc. Mais nous n'avons pas du tout assez d'avions, et c'est vraiment dommage. À Marrakech, j'ai entendu, on me dit Madame la ministre est là depuis un peu plus d'une année, il lui reste un peu moins d'une année, quoique on ne sait pas si forcément vous ne serez plus là en 2022, c'est une autre histoire, mais ils disent pourquoi n'y aurait-il pas un plan spécial Marrakech, qui est le phare du tourisme marocain, avec une grosse mise, et comme ça, Madame la ministre partirait en laissant son empreinte, même si elle n'a pas le temps de faire quelque chose à moyen, long terme. Qu'est-ce que vous pensez des réactions des gens dans les régions?
J'ai entendu des constats, mais pas forcément une question, mais peu importe, je vais revenir. Sur Shaun, bon, on pouvait ramener ni les Chinois, ni les Espagnols, hélas. Par contre, je peux vous dire que je me suis réunie à la wilaya de Tanger, spécifiquement sur ce problème. Parce que ramener des touristes internationaux, avec beaucoup de tristesse, oui, je ne peux rien faire pour eux en ce moment. En revanche, ils ont des problématiques structurelles et typiquement sur l'hébergement. Et donc, nous avons mobilisé avec nous le ministère de l'Intérieur, le CRI de Tanger, qui fait des sessions spécifiques sur Shaun pour se préparer, puisqu'il y a énormément d'auberges, il y a des jeunes guides, il y a un écosystème qui n'a pas pu effectivement bénéficier de certaines mesures d'accompagnement parce qu'ils étaient considérés comme étant dans le secteur informel, en tout cas le secteur qui n'est pas directement, on va dire, sous la tutelle du ministère. Et c'est une faiblesse pour une ville qui est éminemment touristique. Donc c'est une problématique sur laquelle on se penche. Et le Wali de Tanger travaille avec nous, avec les opérateurs, pour essayer de trouver des solutions. Sur Essaouira, oui, il y a une problématique de liaison aérienne, mais il y a aussi bien d'autres problèmes à Essaouira. Et moi, je pense que les opérateurs d'Essaouira savent que j'ai dû me déplacer au moins 3 ou 4 fois pour essayer de trouver des solutions avec les opérateurs locaux, avec les autorités locales. Et nous discutons aussi avec le CRT de Marrakech, qui est représenté, on va dire, discrètement ici, pour leur dire... Essaouira aussi est un relais de croissance pour Marrakech et a besoin de l'attention de tout le monde. D'ailleurs, sur les sujets aussi d'investissement à Essaouira, ça ne vous a probablement pas échappé que le Club Med a signé un MOU pour investir. Donc, c'est important aussi pour nous, notamment pour la population chinoise. Donc, on coche les 2 cases. Mais il y a également d'autres discussions en cours sur Essaouira pour d'autres investissements et d'autres choses localement. Votre 3e point, c'était J'avais parlé de Marrakech. Est-ce que Marrakech, qui est la destination phare, les 30% du tourisme marocain, n'aurait pas besoin tout simplement d'un plan d'urgence, que ce soit pour préparer, est-ce que Marrakech n'aurait pas besoin d'un plan d'urgence, que ce soit pour préparer le post-Covid ou que ce soit pour encourager le tourisme intérieur? Et c'était d'ailleurs le sens de ma remarque sur Shawan. Parce que Shawan dépendait beaucoup des Chinois et des Espagnols. Une fois que ça s'est vidé, pas de grand travail n'avait été fait sur le tourisme intérieur. Et donc, du coup, Shawan s'est retrouvé complètement à sec. Bien, sur Marrakech, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une communauté de parties prenantes qui connaissent très bien la problématique de Marrakech, qui ont leur feuille de route, et je pense que c'est beaucoup plus... D'ailleurs, c'est beaucoup plus raisonnable de partir de leur feuille de route, ce que nous faisons. Donc, il y a des investissements, on va dire, structurels dont ils ont besoin, qui sont toujours sur la table et qui ont toujours leur dynamique. Il y avait un besoin d'aérien, donc nous avons remis des vols avec la RAM qui desservait beaucoup moins de vols. Donc, pareil pour soutenir Marrakech. Et donc, nous sommes en permanence en discussion avec Marrakech. Mais l'année 2020, ce n'était pas l'année où on pouvait à la fois traiter cette terrible crise liée à la pandémie et avoir, on va dire, la tête froide pour travailler, parce que c'est important aussi. Il y a un sentiment d'urgence, donc ça prend beaucoup de temps d'accepter cette situation, de l'admettre pour se dire, et être un petit peu serein pour dire... quand il n'y a pas de touristes, parlons de l'après. Mais pour pouvoir se poser et parler sereinement de l'après, ça prend un peu de temps, hélas, parce que c'est compliqué pour tout le monde et le quotidien est tellement pesant que on n'a pas le temps de parler de feuille de route. Ce que nous faisons, hein, je ne dis pas qu'on ne l'a pas travaillé, qu'on n'est pas en train de la faire, mais c'est compliqué. Au vu des informations dont vous disposez aujourd'hui, au 23 décembre, comment voyez-vous, quelle est votre vision de l'année 2021 pour le secteur du tourisme? Et je relis ça à la question qui constitue notre deuxième partie de questions. C'est en termes de gestion et de sortie de la phase Covid. Quelles sont les mesures que vous envisagez en 2021 de manière concrète? Bien. Écoutez, nous travaillons sur un scénario commun avec tout le monde, sur un redémarrage, on va dire, fin du premier trimestre 2021.
en espérant, voilà, notre gros espoir, bien sûr, c'est la vaccination, et je pense que ça va consolider l'image du Maroc, qui est très bonne dans la gestion de cette crise, en fait, même si, parce qu'on s'est pris en main, on s'est pris en charge, et la vaccination est un atout majeur au Maroc, mais également dans l'essentiel des pays émetteurs, en fait, de tourisme. Donc, il faut travailler sur une hypothèse, et l'hypothèse, c'est avril. Ensuite, sur la relance, eh bien, nous avons plusieurs thématiques. La première, c'est se préparer pour, on va dire, des processus sanitaires, on va dire, world class. C'est extrêmement important. Donc, nous avons une mobilisation au niveau des aéroports. Donc, tous les aéroports sont prêts. Nous avions une certification, on va dire, qui avait été élaborée en interne. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus de certification, on va dire, internationale pour les principaux aéroports internationaux, pour aller un cran au-dessus. Mais nous avons d'autres projets sur lesquels je n'ai pas d'horizon pour dématérialiser davantage des processus. Voilà. Donc c'est important puisque je ne dirais pas qu'on va aller jusqu'au l'équivalent d'un paraphe, etc. C'est des choses qu'on fait progressivement, mais nous avons découpé la chaîne de valeur et nous sommes en train de discuter avec les parties prenantes pour essayer de progressivement dématérialiser les process au niveau des aéroports. Au niveau de... Vous vouliez m'interrompre? Non, j'attends. D'accord. Donc, très bien. Ça, c'est pour les aéroports. Le deuxième sujet, ce sont les établissements hôteliers. Donc, et là aussi, je voudrais rappeler que le ministère a mis en place un système qui s'appelle Welcome Safely, donc une plateforme d'auto-évaluation, ensuite suivi par, on va dire, un audit in situ par le cabinet qui nous accompagne pour pouvoir avoir un label. Donc là, on a 3 cas de figure. On a ceux qui ont déjà commencé, et je les remercie, je les félicite. C'est extrêmement important parce qu'on pourra, on va dire, faire savoir que ce sont des établissements qui sont labellisés. Nous avons de grands opérateurs qui ont les moyens et qui se sont pris en main et qui se sont fait labelliser, qui ont fait d'autres choix. Donc nous sommes en train de trouver la passerelle entre les deux choix. Il ne s'agit pas de leur refaire mais il faut parfois il y a des petits écarts, donc juste trouver, on va dire, les 2-3 choses qu'il faut finir. Et il y a encore une grande partie qui n'est pas encore faite, mais nos délégations régionales sont mobilisées pour demander au maximum d'établissements hôteliers de rentrer dans ce processus parce qu'il est fondamental. Notre objectif est qu'à un moment ou à un autre, nous puissions considérer d'avoir peut-être une labellisation au niveau de notre pays. Mais il faut faire bottom-up, vous ne pouvez pas commencer, parce qu'on a vu d'autres expériences cet été dans d'autres pays où on fait marche arrière. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on veut jamais faire marche arrière et rétro-pédaler, donc on construit une étape après l'autre. Ensuite, sur le sanitaire, et je finis là sur le sanitaire, hein, je suis longue mais c'est important, il va rester tout le reste de l'écosystème. Parce que quand vous sortez de l'aéroport, vous n'allez pas vous enfermer dans votre chambre. Après, il se passe plein de choses. Vous allez prendre des transports en commun. Et donc, puis vous pouvez avoir un petit pépin de santé. Donc, vous voulez aller à l'hôpital, à la clinique, etc. Donc, nous avons des groupes de travail avec les autorités locales pour pouvoir déployer en fait le reste des mesures sur l'écosystème qui n'est pas sous la tutelle de notre ministère, mais qui a besoin de se mobiliser avec nous sur ça. Ça, c'est le premier sujet. Et toujours sur ça, les mesures, le sanitaire, justement, vous en approchiez, mais vous ne l'avez pas abordé. Vous avez dit reprise juste après le premier trimestre 2021. Où est-ce que vous en êtes de votre réflexion sur le passeport sanitaire? Faudra-t-il être vacciné pour venir au Maroc à partir d'avril 2021 éventuellement? Faudra-t-il être vacciné en tant que Marocain résident au Maroc pour voyager à l'étranger à partir d'avril 2021? Écoutez, ça c'est le comité, on va dire, scientifique et que c'est sa responsabilité. Je pense que nous aurons d'abord notre propre stratégie de vaccination de notre pays qui va être présentée au Conseil de gouvernement demain. Mais vous savez bien que les calendriers d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Les cibles ne sont pas les mêmes. Peut-être que les autres pays vont commencer par vacciner ceux qui voyagent
pas alors qu'on est intéressé par ceux qui voyagent. En tout cas, l'autre discussion que nous avons, dans le cas où ce passeport sanitaire n'est pas mis en place, au minimum, il faudra prévoir des processus de tests rapides, pas coûteux, extrêmement efficaces. Donc j'ai omis, merci de me donner l'occasion. Donc ça aussi, c'est un sujet important. Parce que je ne pense pas que beaucoup de pays vont pouvoir vacciner toute leur population. Donc on va, voilà. Mais d'ici avril. Voilà, d'ici avril, ça paraît compliqué, mais évidemment, compte tenu de la, tout le monde apprend, on apprend là, tout le monde apprend à vivre sur le tas. Donc tout ça est évalué en permanence et nous sommes attentifs. Nous avons j'ai fait une réunion avec les principaux ministres du tourisme du bassin méditerranéen. En tout cas, eux ne se préparent pas en comptant sur le vaccin, mais davantage sur les tests rapides. Donc, ça ne veut pas dire que nous appliquons les benchmarks de notre pays. Notre pays a sa politique, on est souverain, nous faisons nos choix, mais nous sommes en veille permanente de ce qui est en train de se profiler dans des pays qui soient concurrents, parce qu'il faut les voir ou comme des concurrents, ou comme des pays qui émettent des tourismes. Donc ça, c'est la première partie, c'était le sanitaire. La seconde partie, c'est l'aérien, fondamental, parce que sans les avions, on ne peut pas. Donc nous avons une très forte mobilisation sur l'aérien. Nous avons des budgets qui sont mis et des négociations en cours. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, bon, malheureusement, ça n'a pas pu être concret cette saison hiver, mais l'appétit est là. Toutes les compagnies, notamment, on va dire touristiques, pour ne pas les appeler low cost, reviennent et confirment, renouvellent leur intérêt pour notre pays en disant qu'ils remettaient entre 40 et 50% de leur capacité historique. Je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Donc l'aérien est aussi quelque chose d'important. Et sur l'aérien, deux types de discussions. Nous discutons avec les opérateurs internationaux, mais nous discutons également avec les régions, à qui nous demandons également de se mobiliser pour que l'effort soit, on va dire, de toutes les parties pour pouvoir offrir l'aérien, enfin la capacité aérienne possible. Et ensuite, il y a le travail, on va dire, de l'ONMT, à la fois de contractualiser avec des tours opérateurs, des distributeurs, mais également une campagne Maroc qui devrait démarrer au moment opportun pour refaire découvrir notre pays. Est-ce que je peux me permettre de vous demander une précision? Vous avez dit ça, on va redémarrer après le premier trimestre 2021. Ça veut dire que pour les... J'ai dit on a bon espoir de redémarrer après, voilà, parce que ça fait 2 fois que vous dites que je dis qu'on démarre après le premier. Je vous ai dit que c'est notre hypothèse de travail. Ok, très bien. Donc on va partir sur une hypothèse de juillet, disons. Donc il ne se passe rien le premier semestre 2021. Et à votre avis, le deuxième semestre 2021, c'est quoi? C'est 50% de 2019? De 2019, oui. Écoutez, globalement sur... Est-ce qu'on peut chiffrer? Oui, sur l'année, parce que bon, là aussi, on a regardé les hypothèses de tout le monde. On va dire, si on arrive à faire 40% des revenus de 2019, c'est à peu près la cible qu'on se fixe. Combien? 40%. 40 à 50%, voilà. Et en fait, parlant de Guelmim, vous avez parlé de tourisme thermal. Oui. C'est magnifique, parce que je suis sûr que les gens qui nous suivent en ce moment sur YouTube ou sur Facebook n'ont jamais entendu parler de tourisme thermal à Guelmim. Et je suis sûr que si vous en parliez à une majorité de Marocains, ils seraient complètement surpris de découvrir cela. Et ce qui démontre quelque part un peu ce qui reste à faire au niveau, bien sûr, de l'information et de la promotion. Moi, je voudrais, si vous le permettez, parce que le temps passe, et passer à une phase un peu plus structurelle de votre action. Je vous ai très bien écouté lors de votre introduction tout à l'heure, et je crois que vous nous avez présenté une philosophie du tourisme à vous. C'est-à-dire, vous avez parlé de tourisme, on a découvert avec cette crise que le tourisme appartient à tous les Marocains, que c'est un patrimoine de notre pays, que c'est une raison de vivre dans beaucoup d'endroits du pays. Vous avez dit que nous avons besoin de travailler ensemble, privé et public. Et vous avez dit, enfin, que nous avons découvert avec cette crise que notre tourisme est multiple, inclusif, méconnu de nos concitoyens et pour nos partenaires à l'international. Je m'arrête là. Pour en venir où? Pour en venir à une question, si vous avez développé une telle philosophie en une année, et une telle réflexion sur le secteur du tourisme, si vous avez développé de tels constats, moi j'aimerais vous demander, Madame la Ministre, quelle rupture, quelle transformation en fait
quelle vision vous avez pour le post-Covid, pour l'investissement que vous avez cité tout à l'heure, pour la promotion, pour la formation et la RH, pour la formation des guides. Demain, quand vous allez recevoir des VIP chinois ou des VIP israéliens ou des VIP, il vous faut des guides d'un certain niveau, cultivés, multilingues, avec un savoir-faire, avec un savoir-être et beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui a été complètement négligé. Le côté formation aussi au niveau des établissements publics du ministère est négligé. Pourquoi vous n'auriez pas vos propres établissements directs, comme cela existe dans certains ministères, comme l'armée, je dirais l'armée, a ses académies militaires, peut-être qu'il vous faut une académie touristique pour commencer à régler ce problème. Et il y a des pays où cela se fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui ont été délaissées au cours de ces dernières années. Quelle est votre stratégie post-Covid en termes de transformation et en termes de rupture, s'il vous plaît? Merci. Bien. Bon, vous disiez que on va dire ma vision du tourisme est différente. Moi, je pense pas. Juste, je l'ai dit avec des mots un peu différents, parce que quand on dit c'est les territoires, c'est des territoires ou des régions, c'est exactement ce que ça veut dire, tout ça. Parce que les territoires, c'est des gens. Et en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être que ça a été dit avec les mots de consultant ou présenté comme ça, mais à la fin de la journée, ce qu'on a appris dans cette crise, c'est des visages c'est ces visages qui étaient derrière le mot de territoire ou le mot d'activité touristique ou le mot de circuit touristique. Parce que cette crise, c'est l'humain qui est au milieu de cette crise. Donc c'est vraiment... Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'on a essayé d'expliquer de ce que devait être le tourisme, on l'a toujours expliqué comme ça, mais c'est cette notion d'humain peut-être qui était beaucoup plus visible aujourd'hui, et c'est sur celle-là que je veux mettre l'action. L'humain, c'est celui qui offre le service, qui a besoin d'être formé, qui doit le prendre en charge, c'est l'investisseur, c'est tout le monde, c'est le touriste. Donc j'essaie juste de dire, d'apporter cette nuance. Alors, sur la rupture, parce que on parle de transformer ou de rupture. Moi, je pense qu'il faut qu'on consolide, parce que si on a 13 millions de touristes par an, si ça représente 7% du PIB, c'est qu'on a un vrai savoir-faire et qu'on a une industrie forte déjà. Donc, il ne faut pas en permanence qu'on explique qu'il faut tout transformer et tout casser. Pas du tout. La rupture, c'est probablement dans les rôles, la dynamique de chacun. Donc, je pense qu'il faut qu'on se répartisse les rôles entre le privé et le public, pas pour ne pas se parler, parce qu'on a des missions différentes. Tout d'abord, le ministère a des missions, on va dire, régaliennes, c'est important. Et vous parliez de la formation, je vais y revenir. Et puis aussi sur quelles sont les régions, on a besoin de plus de public, et les régions, on a besoin de plus de privé. Voilà, c'est aussi important, parce qu'il y a certains endroits où l'investissement se fait tout seul, la prise en main se fait tout seul. Il y en a d'autres, parce qu'ils sont naissants, on parle de greenfield, il y a peut-être besoin de plus de pouvoir public et plus d'accompagnement. Et je pense que cette discussion est importante pour se répartir les rôles et responsabilités. Là où on a quelque chose de mature, je pense que ce qui est important, c'est qu'on accompagne par la promotion, par l'animation, par le service. Donc voilà, ça, je pense que c'est extrêmement important que cette feuille de route soit claire pour dire qui fait quoi, à quel horizon, etc. Sans parler de plus de régulation. Je pense que ce n'est pas plus de régulation, c'est juste une clarification des rôles. Sur la formation, ça, je peux vous garantir que c'est une préoccupation majeure, mais peu partagée. Je dois vous dire, alors si vous me dites qu'il est temps qu'on ait des établissements publics, je vais vous annoncer que le ministère a toujours eu des établissements publics pour la formation. Vous n'en aviez pas, j'ai dit qu'il y en avait, mais que ça fonctionnait, que c'était assez médiocre plus, on va dire. Oui, on va dire que ça ne rend pas le service que ça devrait rendre. Et d'ailleurs, ça va peut-être à l'encontre de votre recommandation, mais je suis convaincue de l'intérêt de la chose, c'est-à-dire sur les 16 établissements, il y en a 10 qui vont revenir à l'éducation nationale pour avoir des bacs professionnels. Et faire des bacheliers, préparer des bacheliers ou un bac pro, le ministère du Tourisme ne sera jamais compétent pour le faire. Voilà. Donc c'est passé dans la loi de finances 2021 et ça sera effectif en juin de cette année. C'est pas pour tourner le dos à la formation, mais c'est aller vers des métiers qui sont propres au tourisme. Donc on a besoin de faire deux choses. D'abord de la planification avec les opérateurs.
Il y a, comment ça s'appelle, à Ben Slimane, on forme des butlers. Donc les gens de la région, une fois qu'il est butler, ils travaillent où? Je veux dire, on est peut-être un peu plus dans le... Je sais pas, mais peut-être qu'on est plus dans l'écotourisme, donc on se dit, bon, on va former des gens qui vont jamais trouver d'emploi, on est ravis, on en a formé, on a coché la case. Donc il faut vraiment qu'on fasse de la planification, qu'on forme les bonnes ressources là où on en a besoin. Il y a des métiers entiers qui n'existent pas encore dans le tourisme. Quand on parle de digital, c'est les mêmes ressources en fait qui savent faire du data mining, qui sont des Scrum Masters et tout ce jargon. Ils vont aller peut-être un peu plus dans l'industrie ou dans les services parce qu'ils ne se voient pas du tout dans le tourisme. Donc il faut qu'on accueille tous ces jeunes talents leur expliquant vous avez des métiers, vous avez des carrières. Et ensuite, sur les 6 établissements qui restent, c'est extrêmement important qu'on se reconcentre sur notre cœur de métier qui est le tourisme. Donc renforcer le sujet de la gastronomie. Donc on a 2 instituts, il y a Tuerga qu'il faut qu'on repositionne sur la gastronomie marocaine, parce qu'on n'en fait plus beaucoup, et celui de Fès, peut-être plus sur la cuisine méditerranéenne, et on travaille avec d'autres ambassades qui ont des initiatives pour les autres cuisines du monde dont on a besoin. Donc voilà rapidement sur la formation, un véritable besoin sur lequel on travaille et sur lequel on a besoin aussi de partenaires, on va dire, professionnels et techniques pour rehausser le standard. Juste une petite relance sur ce point de la formation, si vous le permettez. J'ai envie de vous porter la contradiction sur ce point. Vous dites, on avait 16 établissements, on en prend 10, on les redonne à l'éducation nationale pour des bacs professionnels. L'éducation nationale est un secteur maroc qui a déjà beaucoup à faire, qui est chargé, et les résultats sont mitigés, d'un côté. De l'autre, est-ce qu'il n'aurait pas été plus smart, quelque part, d'envisager un partenariat avec quelques universités privées ou pas, qui existent dans ce pays? Il y a une très bonne université à Marrakech, il y a l'UM6P, il y a l'université privée de Marrakech, il y a les universités de Rabat et de Casa. Je veux dire, des gens un peu plus efficaces, plus business-oriented peut-être, au lieu de retourner vers l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez que c'est forcément le bon choix pour commencer à résoudre le problème de la formation? Merci. Écoutez, sur les établissements, c'est clairement le bon choix de retourner vers l'éducation nationale. Parce que on forme parfois des serveurs, voilà. On les forme 7 fois plus cher que l'éducation nationale et ils ne trouvent pas forcément d'emploi. Donc peut-être qu'avec un bac pro, il pourra avoir d'autres filiales parce qu'il y a du travail saisonnier. Donc quand il trouvera un travail de serveur, il aura été formé 6 fois plus cher, il pourra travailler quelques mois, mais il pourra peut-être aussi, voilà, parce que la saisonnalité dans notre secteur est connue. Donc peut-être assurer à ce jeune homme ou cette jeune femme plusieurs débouchés. Et l'éducation nationale, elle a beaucoup à faire, mais beaucoup à faire pour les bacheliers, y compris les bacheliers qui vont venir et apprendre un métier et travailler dans l'éducation. D'ailleurs, nous formons au global, même avec ces 16 établissements, même pas 15% des besoins. Le reste est formé par l'OFPPT et le privé, donc c'est déjà le cas. Maintenant, ceux dont vous parliez, les accords avec les universités et on va dire c'est exactement ce qu'on veut faire dans ces 6 établissements en fait qui restent au niveau du ministère. Voilà. Et donc se concentrer sur ces écoles, ça ne veut pas dire rester sur les mêmes effectifs, parce que si on réussit, c'est qu'on peut doubler, tripler et quadrupler. Parce qu'avec les 16 établissements, on ne forme que 2200 personnes par an. Donc vous voyez la déperdition d'énergie. Il vaut mieux qu'on soit bon quelque part, qu'on fasse nos preuves, et à ce moment-là, on pourra monter en gamme et en effectif. Je peux faire une dernière relance sur la formation, en parlant des guides cette fois-ci, si vous le permettez. Moi, je considère honnêtement que c'est un maillon clé de l'activité, surtout pour un pays aussi riche sur le plan culturel. Donc il faut vraiment... Je veux dire, notre pays n'a pas besoin de guides touristiques. Notre pays a besoin de guides conférenciers touristiques, pour tout le monde. Je veux dire, il faut démocratiser la culture, la connaissance, et qu'elle soit de qualité, qu'elle soit rigoureuse. Et sur ce plan-là, je crois qu'il y a un statut qui est en suspens. Il y avait des appels d'offres de formation qui ont été annulés à la fin avant votre arrivée, etc. Bref, personne ne semble s'intéresser à cela.
Et le métier de guide garde une réputation bon, qui n'est pas superbe. Et pourtant, le guide est une interface extrêmement importante du visiteur au Maroc et donc impact sur l'image, sur le taux de retour, sur beaucoup de choses. Est-ce que vous allez développer quelque chose? Est-ce que vous allez transformer ou faire évoluer? Je ne vais plus utiliser le mot rupture comme ça, je ne serai pas traité de gauchiste. Mais transformer, faire évoluer le métier de guide au Maroc, en guide conférencier, en guide qui nous apprend quelque chose, qui apprend aux visiteurs quelque chose, comme nous on le vit parfois quand nous allons à l'étranger, en famille, et je vais à Florence en Italie en famille, et je prends un guide touristique et je sors comme si j'ai lu un livre, j'ai rencontré une personne. Voilà, moi j'aimerais que les visiteurs, les touristes qui visitent le Maroc vivent cette même expérience. Bien, vous avez parfaitement raison. Je pense que c'est un maillon fondamental de la chaîne de valeur touristique et on ne peut pas nous dire qu'on ne s'est pas occupé des guides. Pour la première fois, ils sont inscrits à la CNSS. Non, mais c'est pas un détail. Et ils ont été indemnisés au même titre et reconnus. Pourquoi c'est important d'avoir commencé par ça? Parce que ils se protègent ou il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de dialogue possible parce qu'ils ont considéré, comme vous le disiez vous-même, qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à eux. Donc on ne peut pas aller leur dire on veut construire une trajectoire avec vous, on a une ambition pour les guides, alors qu'ils sont dans une précarité extrême. Donc c'était fondamental d'abord de dire c'est un métier reconnu par tout le monde et pour des raisons on va dire de décence et de dignité, il était important aussi de protéger les intérêts. Donc nous sommes, on va dire, mobilisés pour ça. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a vu beaucoup de régularisation, beaucoup de guides qui refusaient de revenir rechercher leur carte de guide au ministère. Donc, je pense juste au mois d'août, on a dû en avoir 400 ou 500. D'ailleurs, c'est très simple. Depuis que je suis arrivée au ministère, j'ai jamais eu à signer, on va dire, d'agrément de guide jusqu'à l'indemnité voilà. Mais c'est pas plus mal. C'est important. Donc ça, c'est une chose. Et on a commencé par ça parce que c'est ça qui est demandé. Il faut qu'on soit à l'écoute des problèmes des gens. Deuxième chose, il n'y a pas de statut en suspens, il y a un statut en cours qui, je vous l'accorde, et probablement, on va dire, un peu restrictif pour développer cette activité. Donc, il faut un chemin législatif qui va d'abord commencer, je pense qu'il y a des partis qui ont proposé des modifications de la loi. Nous sommes à l'écoute, nous allons les discuter avec eux, pour ensuite être force de proposition, parce que vous avez raison, c'est un métier qui a encore beaucoup de potentiel et on a besoin là aussi de toute la gamme, parce qu'il y a le guide en montagne, le guide conférencier pour les médinas et autres. Et nous avons également une discussion avec le ministère de la Culture, parce que là aussi c'est extrêmement important, pour que ce soit une thématique. Il y a énormément de ressources humaines très qualifiées avec lesquelles on pourrait travailler de l'autre côté dans le ministère de la Culture. Alors, le trophée habituel mais exceptionnel ce soir. Ah, bah c'est gentil. Je peux gagner? Oui, pardon. Ah, super. Merci beaucoup. Sofitel, Casablanca, Tour Blanche, partenaire de... Alors, on prend une petite photo de ce Jean Malamia, Bouchra. On va faire ça. Voilà. Et puis, nous avons quelques cadeaux de l'équipe. C'est exclusivement des livres. Ah, bah merci beaucoup. Nous avons appris que vous aimez les livres, que vous aimez lire en plus. Et voilà, alors, si vous voulez bien, Myriam. Je suis gâtée, merci. Oui, c'est la fête de fin d'année. Voilà, alors là, c'est toute l'équipe de Premium Travel News. Merci beaucoup. Ils vous ont choisi un livre, c'est les Street Food. C'est réalisé par les éditions du Sud. C'est magnifique. Et puis, voilà. Et puis ça, c'est... Pagine derrière. Ouais,